Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue pour les invités là qui nous ont rejoints. On va faire une formation en ligne sur un sujet principal qui est celui de la puberté. Donc, c'est une formation en ligne qui va durer à peu près 2 heures, un peu moins, vu qu'on a pris un peu de retard. Et on va essayer d'aborder le thème de la puberté avec les choses les plus importantes. C'est clair que 1 heure et demie ou 2 heures, ça ne va jamais suffire, mais en tout cas, ça va déjà nous orienter, quitte à refaire d'autres formations. Donc, on avait déjà annoncé le thème. Donc, les participants de l'association APCEA, ils nous ont envoyé quelques questions sur ce qui les dérange. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de répondre. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la puberté peut commencer très tôt chez la personne autiste, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc, on va remarquer, par exemple, qu'ils vont commencer à se toucher, etc. Madame, s'il vous plaît, Oui, vous appelez très tôt. c'est C'est-à-dire très variable. C'est très variable. J'ai déjà vu des enfants commencer à se toucher à 5 ans. Mais il va juste mettre la main dans le pantalon, mais ça ne va pas se répéter plusieurs fois. Mais les parents vont quand même remarquer certaines choses. Donc, c'est très variable. Ce qu'on sait, c'est que par rapport aux non-autistes, ça commence beaucoup plus tôt. Chaque enfant qui fêche. OK? Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des D'accord. questions ou là, si vous voulez que je répète en arabe. Il n'y a aucun souci. Donc, dès qu'on commence à voir ce genre de choses, surtout si c'est répété, il faut que dans notre attitude, nous l'oublie, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Il a le droit de mettre la main dans le pantalon, mais à un seul endroit. Ce n'est ni la salle de bain, c'est dans son lit. Et ça, c'est clair que si ça apparaît à 5-6 ans, pour nous, c'est trop tôt pour lui enseigner ça. Il n'est jamais trop tôt. Parce que chez les autistes, tant qu'on leur enseigne dès le départ, c'est mieux parce qu'on ne peut pas changer de version quand il va être à 8 ans ou à 9 ans ou à 10 ans ou plus. Donc, dès le départ, on va lui montrer que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et il faut vraiment accorder de l'importance à ce genre de choses. On va voir, je vais partager avec… Je voudrais vous interrompre. Oui. Donc, par rapport aux attouchements, est-ce qu'en général, ils associent ça à, je ne sais pas, à une habitude ou bien à une stéréotypie? Parce que j'en ai vu dans notre association des enfants, voilà, je les ai aperçus d'associer par exemple le reniflage voilà, aux attouchements sur une zone bien spécifique. Non, en fait, après, ça devient comme une habitude. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il va ressentir des petites stimulations, mais il ne sait pas comment la gérer. Il va juste se gratter, etc. Il sent qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il va commencer à se toucher. Donc, ça dépend comment on a réagi au début. Ça peut devenir, comme par exemple, ce qu'on faisait avec vous à l'association, on avait remarqué avec les éducatrices que quand un enfant le faisait, ben, tout le monde allait se cacher. Je veux dire, c'était tellement un petit peu honteux, etc. Donc, il se passait un mouvement.
Donc, l'enfant, en fait, il répétait ce mouvement, ce geste-là parce que il se passait des choses après. En fait, c'est comme une action-réaction. Et là, ça ne devient plus une sensation, mais ça devient un moyen de communication. Et c'est ça qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait ça? Il faut vraiment avoir une attitude qui soit adaptée. Et quels sont les moyens de lui expliquer, de faire ça juste comme vous l'avez prétendu au début? Voilà, c'est une chose qu'on doit faire juste dans son petit coin. Voilà. Comment lui expliquer ça et comment lui interdire? Oui. S'il le fait, je ne sais pas, dans un endroit là où on pourrait être gêné. Alors, comme c'est quelque chose de très, très important, pour moi, la puberté, c'est la chose qu'il faut faire le plus. Donc, il faut vraiment accorder beaucoup d'importance à ça parce que sinon, on aura vraiment beaucoup de troubles. Donc, est-ce que vous voyez cette image-là? Oui. Donc, en fait, ça montre que quand il y a des gens, on ne peut pas faire ça. Il y a une croix par-dessus. Et ça, le vert, c'est quand il est seul. Mais après, on peut découper ça, puis on l'accroche à côté de son lit. Et si on le voit, par exemple, le faire dans un endroit, il faut accrocher ça ou lui montrer ça. Mais il faut absolument que ça soit visuel. Donc, quand il va le faire ailleurs, on va lui montrer que non, ça, tu ne peux pas. Même s'il ne fait rien, c'est juste que ça le gratte ou c'est vraiment les débuts. Mais on veut lui enseigner dès le début de la bonne manière. Donc, on accroche ce truc vert directement. Pardon, madame, on utilise le picto. Oui, oui. D'accord. Pour la puberté, c'est la chose la plus importante. Tant qu'on n'utilise pas le visuel, ça ne sera pas enregistré. Quand on lui dit non, il ne faut pas faire ça, il peut comprendre et il ne va pas le faire, mais il va le répéter. Parce que c'est avec un visuel qui va l'enregistrer. Et qu'il soit verbal ou non verbal. Hein. À chaque fois, je le répète, ce n'est pas important. Merci. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est dans la chambre. Il faut que ça soit son lit. Et des fois même qu'on va plus loin à photographier son lit parce qu'on ne veut pas qu'il confonde que dans n'importe quel lit, il peut le faire. Il faut vraiment qu'on lui montre au niveau de sa chambre, au niveau de là où il dort. Même s'il dort avec ses frères, etc., mais lui montrer que c'est dans son lit. Ça, c'est la première des choses. Donc, dès le jeune âge, on commence à lui dire que c'est interdit ailleurs, mais c'est permis parce que c'est un besoin naturel, mais c'est permis dans son lit. Souvent, et c'est ce qu'on avait fait au niveau de l'association, c'est que des fois, il peut le faire à l'école ou au niveau de l'association ou dans un centre. Donc, l'idée, il faudrait que, ça j'ai oublié de vous le mettre, l'image, mais de lui mettre par exemple, je vais vous montrer. C'est très simple, je peux même le schématiser. Si je mets ici, est-ce que vous voyez? Ce carré, c'est l'école, ok? Ça, c'est le centre, pardon, ça, c'est la maison. Ça, c'est l'école. Je mets 3 carrés. Est-ce que vous le voyez ou je vais le… Un peu. Non, on ne voit pas. Alors, on va le mettre avec du feutre. Vous voyez, il y a 3 carrés. Ici, j'ai la maison. Là, le 3e carré aussi, c'est la maison. Et entre les deux, c'est l'école.
Vous voyez? Oui. D'accord. Donc, en fait, on va lui montrer que cette image-là avec la croix, on la met ici, on la met au milieu et la verte, on va la mettre À côté. dans les deux cases maison. Ça veut dire que ça lui montre que c'est interdit, c'est interdit à l'école, mais avant ou après à la maison, il peut le faire. Ça, c'est très important au moment de la puberté parce qu'ils ont ces sensations très souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déclencheurs de cette excitation chez l'enfant, TSA, elle est engendrée par des stimuli qui ne sont pas les mêmes que les non-autistes. Des dodanes, quand il est en voiture, quand on passe des dodanes, ça peut lui donner une sensation. Il peut toucher quelque chose de sensoriel, quelque chose de mou. Et ça lui donne une sensation. D'ailleurs, il y a des éducatrices qui peuvent me dire, moi, il a commencé à toucher mes seins. En fait, il faut savoir que les autistes, ils n'ont pas ce côté d'attirance par l'autre. Leur sexualité, elle est tournée vers eux-mêmes. En fait, s'il a touché son sein, c'est juste parce que c'est une sensation. On lui donnerait une balle ou un ballon rempli d'eau et que ça fasse cette sensation, il aurait eu la même sensation. Donc, il n'y a pas ce plan que des fois les éducatrices peuvent penser. Parce qu'ils vont voir qu'il se touche, ensuite il l'a touché. Pardon, madame, problème de l'hyper-liposensibilité. C'est ça. Oui, en fait, c'est leur sensation particulière qui peut engendrer des stimulations sexuelles. Et ça peut, souvent chez les autistes, comme chez l'homme préhistorique, ça passe par l'odeur. Voilà. L'odeur peut déclencher une érection chez les enfants. Surtout les odeurs fortes. D'ailleurs, vous allez beaucoup voir des enfants qui vont… Je parlais d'association tout à l'heure, je faisais allusion à ça. Oui, par rapport aux odeurs qu'il y a dans le corps. Les odeurs peuvent engendrer chez les enfants ce genre de sensation. D'ailleurs, c'est pour ça que très tôt, moi, quand je coach des familles, je leur demande toujours de ne jamais les laisser sentir vos pieds, parce que souvent, ils vont être attirés. On va leur donner des parfums forts, mais il faut éviter ce genre de comportements qui vont devenir problématiques au niveau de la puberté. Maintenant, donc ça, c'est dès qu'on commence à avoir des comportements qui sont inacceptables dans un milieu scolaire ou dans un milieu au niveau du centre, il faut vraiment le corriger à chaque fois et lui donner un endroit où il peut le faire. Maintenant, ça a été posé comme question avant cette formation, c'est que, en fait, c'est des enfants, il y a une éducatrice qui a remarqué qu'un enfant, en fait, il se frotte sur le sol. C'est ce qu'on appelle la masturbation archaïque. C'est exactement ce que faisaient aussi les hommes de la préhistoire, parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'il y a un organe de procréation à ce niveau-là. Donc, pourquoi? Parce que souvent, soit c'est nous qui les douchons, soit quand il se douche, il va juste passer au niveau de cette zone et il ne sait pas qu'il a quelque chose qui est son organe sexuel à lui. Et c'est pour ça que la routine de la douche est une des routines la plus importantes à faire.
que ce soit pour les filles ou pour les garçons, où on va leur apprendre à se doucher de façon autonome. Il y a des routines. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail pour expliquer comment on réussit à ce qu'il se douche tout seul, mais on peut utiliser par exemple des images comme ça pour lui apprendre par partie, c'est-à-dire avec un ordre bien défini. Donc, pourquoi? Parce que un certain moment, il va arriver au niveau de ses organes sexuels et il faut qu'il apprenne à, aller laver tout seul. Vous voyez? Oui, oui, parfait. Voilà. Donc, il faudrait absolument que ça soit, c'est-à-dire même si on le douche nous-mêmes, pardon, je vais arrêter les notifications là, Facebook. Ouais. Apparemment, les autres, ils ne sont pas connectés. Non, 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 non. Donc, ça c'est quelque chose d'important. Donc, à ce moment-là, quand on va le laisser, et il faut absolument que les organes, je vois par exemple Miriam qui essaye de se connecter. Je vais juste arrêter le partage. Alors, je vais essayer juste de voir pourquoi elle n'arrive pas à se connecter. Voilà, donc elle me demande de la publier par la suite sur YouTube et c'est ce qu'on va essayer de faire, ok? Donc on ne perd pas de temps. C'est bon? Kherdin, Oui, vous m'entendez? oui, oui, très bien. Ok. Donc, Mais ma vidéo à moi, donc, elle n'est pas en face. Elle est dirigée de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Madame, attendez. Madame, vous pouvez nous envoyer les pictos? Oui, oui, je vais vous les envoyer, c'est clair. Très bien, merci. Donc, on va partager l'écran. Bon, vous voyez? Kherdin, tu suis? Oui, oui, mais Non, ça c'est toi, Kherdin, c'est ta caméra, c'est pas la mienne, c'est sur toi. je ne sais pas comment elle s'est retournée. J'ai rien fait. Sinon, déconnecte la vidéo et puis tu la reprends. Sinon, je vais te déconnecter et puis je vais la reprendre. Voilà. Regarde là. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Je vais me déconnecter et me reconnecter. Ok, donc on continue par rapport à la douche. Pourquoi c'est important? Parce que le jour où, quand on va lui demander justement de laver ses organes sexuels, c'est à ce moment-là qu'il va sentir qu'il y a quelque chose qui est là et c'est grâce à ça qu'il va sentir des choses. Donc, c'est justement pour que la masturbation se fasse de la façon la plus adéquate. Et ça s'apprend très, très jeune chez les autistes. Et c'est très, très important pour pouvoir les protéger des agressions, etc. Et cette partie-là, il faudrait que les enfants soient complètement autonomes. Il faut qu'ils soient autonomes. Il ne faut même pas nous, autant que parents, il ne faut jamais les laver à ce niveau-là. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a personne qui peut toucher ses parties intimes en dehors de lui, ni même son père, ni même sa mère. Et de la même manière pour les filles.
C'est bon? Oui. Voilà. Donc, Donc, par rapport au pictogramme, docteur, oui. à quel degré de pourcentage on pourrait situer leur efficacité? Tout à l'heure, À on avait dit que… 100%. Vous À 100%. m'entendez? Oui, à 100%. Très bien. L'image, même pour les autistes qui sont hyper fonctionnels, même les Asperger. Mais si on veut qu'ils enregistrent, il faut passer par l'image. Mais il faut passer par le… Je voudrais dire aussi, est-ce que la discipline suivra automatiquement? C'est-à-dire, il sera plus La discipliné. Donc, discipline, on comprendra définitivement que, voilà, on ne peut pas faire ça ailleurs que sur son lit. en fait, la discipline, c'est nous les parents. Parce que Roumains, ils sont capables d'être très disciplinés. C'est ce qu'ils savent faire. Eux, l'ordre, c'est quelque chose de très important. En fait, pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? C'est parce que nous, on n'est pas disciplinés. C'est parce que nous, on va varier. Par exemple, si aujourd'hui, c'est le père qui le fait, le lendemain, c'est la mère qui le fait, elle va la faire de différentes manières. Et c'est cette variation qui va faire qu'il ne va pas retenir. Parce que lui, quand il va retenir avec tous les détails. Donc, dès qu'il y a une variation dans la façon de faire, et là, c'est clair que il va pas, ça va pas marcher pour lui. Et qu'est-ce que vous conseillez aux parents par rapport à la douche? Qui doivent prendre l'initiative de préférence pour chez les garçons et chez les filles. En fait, on va peut-être l'aborder plus tard dans comment instaurer la routine. Moi, la meilleure façon de faire, c'est d'écrire toute la routine de la douche. D'accord. Ça c'est la chose la plus importante. OK? OK. Voilà. Donc, je reviens. Ensuite, une autre question m'a été posée. C'est par rapport à comment expliquer la métamorphose des enfants à la puberté, etc. Dès qu'on commence à avoir des poils sous les aisselles, au niveau du pubis, Le changement corporel et hormonal. Exact. Donc, on va commencer. Il y a des planches qui existent où en fait, on va à chaque fois lui montrer. Les garçons, ça serait bien que l'apprentissage se fasse avec le père pour dire que tu étais petit, maintenant tu vas avoir des poils, etc. Et en bout de ligne, tu vas devenir comme papa. Et la même chose pour les filles. Voilà, tu n'avais pas ça et voilà, maintenant tu as des seins, etc. Et faire le comparatif et faire l'évolution. On peut même imprimer des feuilles comme ça d'évolution qui vont nous permettre à chaque fois de le situer dans le temps. C'est comme un cheminement et on lui dit, surtout si on est bien organisé, dès qu'il commence à avoir des poils sous les selles ou commencer à sentir, tu es à cette étape-là. Donc, il va pouvoir et il sait qu'en bout de ligne, il va ressembler à son père. Donc, à chaque fois qu'il a quelque chose de nouveau, il n'est pas surpris. Il le comprend, c'est dans l'évolution. C'est l'enseignement de l'évolution. Il y a des questions par rapport à cela ou c'est compris? C'est-à-dire qu'on part toujours du principe qu'il faut pour les non-verbaux, bien sûr, toujours expliquer les changements corporels ou bien hormonaux avec des pictos. Oui, des fois, vous n'avez pas… Des fois même avec la parole, ils arrivent à saisir ce qu'on a envie de transmettre comme message ou comme consigne.
Donc, voilà, je pense ça par rapport à notre expérience. On voit qu'on dit des choses parfois verbalement et l'enfant, voilà, comprend la chose ou bien il fait la chose là. Khairdine, je ne suis pas d'accord avec toi parce que, oui, en fait, tous les autistes comprennent ce qu'on leur dit. Ils le comprennent. L'idée, c'est que tu vas devoir le répéter si tu n'utilises pas cette image-là. Si tu l'utilises, par exemple, je te donne l'exemple de cette image-là. Puis tu places, l'enfant, il est là, ensuite tu vas le placer là, tout en lui expliquant. Et puis tu mets, par exemple, ta photo en bout de ligne. Puis à chaque fois, ça ne prend pas énormément de temps. Mais lui, vous n'allez plus reparler de ça, vous n'allez plus aborder ça. Et c'est là où je te corrige aussi, c'est le fait que pour les verbaux et les non-verbaux, c'est ce que je disais, les verbaux et même les Asperger, etc., ils ont besoin d'outils. Parce que les Asperger, en fait, ils comprennent certaines choses, mais ils les interprètent avec leur logique. Et ce qui n'est pas bien, c'est qu'une fois qu'ils les interprètent avec leur logique, vous ne savez pas, est-ce que cette interprétation, elle est fausse ou elle est juste? Et à l'adolescence, quand ils vont se refermer, vous allez vivre des problématiques et vous n'allez pas savoir le pourquoi. D'accord. OK? Donc, tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de distinction entre les verbaux, les non-verbaux, les fonctionnels, les non-fonctionnels, ceux qui ont des troubles du comportement versus ceux qui n'en ont pas. Ça n'a rien à voir. C'est un apprentissage. C'est la méthode pour leur apprendre, comme on explique à n'importe quel adolescent, sauf que les adolescents neurotypiques non autistes, ils apprennent avec leurs copains, notre société, notre culture fait que c'est assez tabou d'en parler avec les parents. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre religion. Donc, les adolescents apprennent entre eux ou par l'intermédiaire d'Internet, tout dépend de quelle époque. Mais nous, maintenant, parents, on se trouve, comme on fait face souvent à des problématiques parce que je vais être crue, quelqu'un peut toucher un garçon ou une fille, et pour l'autiste, même si c'est un Asperger, il ne va pas trouver ça comme quelque chose de problématique. Et peut-être qu'il ne va jamais nous en parler. Donc, si on ne l'explique pas, les conséquences sont trop graves. C'est pour ça que nous, parents, entre les risques de viol, d'attouchement, etc., pour moi, sont plus importants que les risques, que la pudeur, etc. Tout à fait, tout à fait. Moi, je n'ai aucune pudeur quand il s'agit de la vie de mon enfant. OK? Donc, c'est pour ça justement, il y a une question, là, ma troisième, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire comment les protéger des dangers potentiels. Oui, on va revenir en dernier, mais avant, je voulais parler un peu des menstruations chez les filles. Ça s'enseigne, regardez, à la puberté, on explique les étapes chez la fille. Elle va ressembler à maman, ensuite elle va avoir des seins, elle va avoir des poils sous des aisselles, et en dernière étape, elle va avoir les menstruations. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir un calendrier et de préparer la fille, mais aussi de la préparer, comme vous le voyez sur cette image que je mets ici, dès le départ, même si elle a ses menstruations très jeunes, par exemple à 10 ans, dès le premier jour, on va lui apprendre à être autonome,
à comment se laver, à comment jeter, et comment à se laver. C'est très, très, très important dès le départ. On ne va pas attendre qu'elle va grandir. Les filles, elles peuvent très bien apprendre à un très jeune âge si on utilise les bons moyens. Maintenant, je reviens à ta question. C'est clair que chez les autistes, on n'a pas conscience de qu'est-ce qu'il faut faire avec la famille, qu'est-ce qu'il faut faire avec papa, maman, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les étrangers, qu'est-ce qui est permis à l'école, ce qui est permis à la maison, mais pas à l'école. En fait, tout ça, ce qu'on appelle les codes sociaux, les enfants, ils n'ont pas ça, ils ne savent pas. C'est pour ça que on le travaille avec ce qu'on appelle une pyramide, où on voit à la base, c'est toute la société. Enfin, c'est tous les gens qu'on connaît pas, etc. C'est la grande masse. Ensuite, la pyramide, elle se referme. On a l'entourage de l'enfant, c'est-à-dire, ça peut être l'école, les voisins, tous ces gens-là. Ça peut être, si par exemple, il vit en ville, il va de temps en temps dans un village où il a sa très grande famille. Ça fait partie de son entourage. C'est pas comme s'il ne les connaissait pas du tout. Il les connaît, mais ils sont pas très, très proches. Ensuite, on a les amis et la famille élargie, c'est-à-dire les copains de classe, les cousins, les tantes, etc. Ensuite, on a la famille qui vit sous un même toit. Et ensuite, il y a lui. Donc, cette pyramide, c'est très important de la voir, quitte à la... Vous savez, vous n'avez pas besoin d'un grand matériel, mais je peux la dessiner sur une feuille. Une grande feuille. Une grande feuille, puis là, c'est tout grande, voilà. Et en fait, on a l'échelle des comportements, ce que vous voyez dans cette pyramide inversée. Et c'est là où on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ça dépend. On peut faire comme action par action. Par exemple, embrasser sur la joue. Embrasser sur la joue, je vais mettre une croix. Ce n'est pas permis ici, dans la société. Dans l'entourage, école, voisin, ce n'est pas aussi permis. Mais la famille, les amis et tout, ça peut être permis. Chez la famille proche, oui, ça peut être permis. Maintenant, je reviens à toucher les parties intimes. En fait, chez la fille, on prend une image avec un maillot de bain, un maillot, une pièce, et on dit à la fille, personne ne doit toucher ce qui est caché par le maillot. Et de la même manière pour le garçon, on va dire, personne ne va toucher ce qui est caché par le maillot. Donc, ici, dans la pyramide en haut, il y a lui ou il y a elle. Là, on va mettre que sous le maillot, il n'y a que lui qui peut toucher, ni papa, ni maman. Donc ici, à partir d'ici jusqu'en bas, personne n'a le droit. Tout en associant les pictos. Oui, tout en associant l'image. Voilà, l'image. Voilà, donc là, ça nous permet de dire que on peut dire par exemple la partie privée. OK? OK. Il y a quelqu'un qui nous rejoint? Donc, voilà comment on essaye de
corriger les choses les plus graves. Après, on peut utiliser aussi la pyramide pour n'importe quoi. Par exemple, tu n'as pas le droit de monter dans une voiture. Tu as le droit de monter dans une voiture que ici. Ben, ça dépend. Après, c'est vous et votre environnement. Docteur, vous pouvez vérifier est-ce que Hawashim Saoud est connecté? Oui, il est connecté. D'accord. Oui, monsieur Khalidi. Très bien, très bien. Il a juste coupé le son et c'est mieux. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez aborder? Je vois juste la question de Bedra. Celle qui est liée à l'autonomie. Ils n'arrivent pas juste à se connecter, mais bon, c'est pas grave, on va l'enregistrer. Celle qui est liée à l'autonomie, hein, docteur. Oui, alors l'autonomie, d'abord, il va falloir toujours passer par identifier c'est quoi les périodes problématiques chez l'enfant. Parce qu'on ne peut pas faire des routines toute la journée, c'est impossible parce qu'il y a des variations, etc. Ce qu'on peut faire, c'est de choisir ses batailles. Moi, je vous conseille toujours, et c'est ce que je conseille toujours aux familles, c'est de choisir la routine du soir en premier et après la routine du matin. Et commencer par une routine qui soit très courte. Parce que la routine, elle a des règles. Elle a des règles. Il faut qu'elle soit écrite. Si on veut qu'il soit autonome, il faut d'abord, nous, qu'on lui montre de la meilleure manière et qu'on soit constant dans notre façon de lui montrer comment il va être autonome. Mais pour qu'on soit constant, il faudrait qu'on l'écrive. Je prends un exemple de… Je parle de la partie sanitaire, hein. Douche, besoins, etc. Oui, ben, c'est exact. Même, par exemple, je reviens à la douche, ok? Oui. Alors, je reviens à la douche et je vais partager l'écran. Alors, il y a quelqu'un qui rentre aussi. Bon, je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, très bien. Voilà. Donc, alors, on va voir cet écran et regardez ici, vous voyez la douche? Oui. OK. Oui, madame. Donc, alors, vous voyez ça? C'est une succession d'images. On va aller, par exemple, de la gauche vers la droite. Il doit se laver le visage, ensuite le tronc, ensuite le bras droit, le bras gauche, avant, arrière, etc. C'est important de la décortiquer. Il faut la décortiquer et l'écrire. Parce que, en fait, ce n'est pas pour lui, c'est surtout pour nous. Parce que nous, c'est clair qu'on va oublier si ce n'est pas dans le bon ordre. Et c'est cette variation. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé par la tête, demain, je vais commencer par le bras, lui, il n'a pas le temps d'enregistrer ces étapes-là. Et il ne va pas les retenir.
Et c'est pour ça que cette instabilité du fait qu'il n'enregistre pas, ça va vraiment retarder son apprentissage. Mais cette routine-là, c'est pas que ça. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, quand on décide une routine, je dois tout détailler. C'est-à-dire, si je veux qu'il soit autonome, est-ce que je décide, est-ce que c'est lui qui va aller chercher ses vêtements dans son tiroir, il va déposer ses vêtements dans la salle de bain, il va retirer une serviette, quand il va enlever ses vêtements, où il va les mettre. C'est-à-dire, toutes ces étapes-là doivent être écrites. Vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail quand vous allez le faire pour tout. Mais moi, je dis toujours, vous ne pouvez pas faire des routines dans tout et toute la journée parce que ça demande cette rigueur. Mais une fois que vous allez faire ça et que généralement, au bout de 3 jours comme ça, il commence à s'habituer, même s'il résiste. Au début, par exemple, on commence à lui montrer juste les images. Ensuite, on va l'aider tout en étant derrière lui parce qu'il ne faut pas qu'il nous imprime à côté. Il faudrait que vraiment il soit autonome, même si je l'aide, mais il va se doucher, essayer de se doucher. Je l'aide avec ses mains, etc. Je vais rentrer dans les détails plus quand on va faire la routine, mais je vous donne à peu près la grande méthodologie. On va tout lui expliquer. Il peut résister, mais il faut se préparer à commencer une routine. Si on est fatigué, on ne commence pas une routine. On commence une routine quand on est prêt, parce qu'on sait qu'il va résister. S'il n'a pas été autonome pendant des années, c'est clair que attendez-vous à ce qu'il n'accepte pas le premier jour. Le deuxième jour, ça sera toujours fatigant, mais il va quand même le faire. Il faut commencer vraiment doucement, doucement. Et puis, quand on commence, par exemple, une routine comme ça où on va solliciter, on va vraiment solliciter sa participation. Là, il faut par exemple qu'elle soit suivie par quelque chose qui soit motivant, c'est-à-dire après la douche, il va regarder la télé ou il va avoir 10 minutes de tablette ou de téléphone, peu importe, mais on lui donne quelque chose de motivant. Donc, lui, il va comprendre que une fois qu'il a fait cette tâche-là, il va avoir ce qu'il veut. Tant que ça soit là, les gens commencent à rentrer, sans que ça soit quelque chose qui soit très, c'est-à-dire on ne va pas lui donner un bonbon ou on lui donne un gâteau, parce qu'il faut toujours se projeter dans l'avenir. Parce que s'il s'habitue à avoir un bonbon ou un gâteau à chaque fois qu'il prend sa douche, ce n'est pas une solution. Mais il faut que tout soit écrit. Moi, je conseille toujours à ce que quand on commence une routine, il faut toujours la personne qui soit vraiment pas très fatiguée. Il faut qu'elle soit maintenue par la même personne pour diminuer les risques de variation. Mais ensuite, on peut la faire par quelqu'un d'autre à condition que soit on a filmé, soit on a écrit et on a bien expliqué comment ça se fait. Ou par exemple, c'est la mère qui fait et le père, il regarde de loin. C'est comme ça qu'on fait une routine. Et généralement, est-ce que le degré d'assimilation diffère d'un enfant à un autre? Qui sont bien sûr tous deux TSA. Moi, je vais vous dire une chose. Sincèrement, mais ça reste vraiment mon avis personnel, ce n'est pas basé sur des études, mais dans tout ce que je vois, à mon avis, qui est vraiment que personnel, ça ne dépend pas du niveau d'autisme. En fait, ça dépend des parents. On peut avoir, par exemple, allez, 2 enfants autistes, un très fonctionnel, l'autre
moins fonctionnel. Ben, le plus fonctionnel, il va plus comprendre les non-autistes de ses parents et il va l'appliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'il comprend mieux que son frère. C'est pas ça. C'est juste que l'outil, quand ses parents, ils vont varier, il va avoir cette variation. Lui, il va comprendre que les non-autistes font ce genre de variation, mais il faut qu'il continue. Chez l'autiste, il dépend beaucoup de cette variation. En fait, c'est pas une histoire de son intelligence, c'est notre variation et c'est le fait qu'on soit pas constant qui perturbe un peu des autistes qui pour nous ne sont pas fonctionnels, alors que c'est pas qu'ils ne sont pas fonctionnels, ils sont trop visuels, ils accordent beaucoup d'importance aux détails et nous, on ne voit pas ces détails-là. Et c'est la raison pour laquelle on a tous ces soucis pour accomplir des routines. Il y a aussi l'importance de l'énergie que nous dégageons en tant que parents. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis toujours, il est vraiment préférable de ne rien faire et d'être en paix avec soi-même et être souriant, être bien, ne pas être spécialement fatigué. Et ça va énormément aider l'enfant. Par contre, si je fais la routine alors que moi, je suis fatiguée, je le fais avec stress, etc., il ne va jamais bien la faire. Et vaut mieux d'ailleurs ne pas la faire. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, essayez d'attendre les vacances ou prenez un congé pour faire une routine parce que c'est vraiment trop important pour le faire de façon négligée. Justement, cette période de confinement, peut-être que ça a permis à beaucoup de parents d'interagir un peu avec leurs enfants, oui, d'essayer d'installer des routines et, voilà, et d'essayer de les connaître un peu plus, puisque généralement les enfants fréquentent des associations, échangent et les nourrissent, donc ils ne les connaissent pas bien. Donc cette période-là, peut-être qu'elle est, moi je dirais qu'elle a vraiment été bénéfique. J'ai beaucoup plus passé de temps avec les enfants. Donc, voilà, ça m'a permis de reconnaître beaucoup de signes voilà, d'interaction avec eux. Donc, ça m'a permis de les connaître encore plus, d'essayer de faciliter un petit peu l'interaction. Donc, voilà, j'ai gagné beaucoup. Moi, personnellement, j'ai gagné beaucoup par rapport à ça. Je ne sais pas pour les autres. Je les ai encore vus pour… en fait, moi, je pense que tous les parents ont été… ça a été dur au début, le confinement, parce que ben, c'est une situation nouvelle et on sait que les, les, euh, les autistes sont troublés par tout ce qui est nouveau. Mais une fois le confinement il est fait, les parents quand même trouvent une routine. Même si on n'est pas organisé, mais ils ont quand même la même routine. La routine, on fait partie on fait partie de cette routine-là. Et je vous dirais que ce qui peut être difficile après, c'est la période du déconfinement total. Parce qu'ils ont pris des habitudes. Je pense qu'il est nécessaire de commencer à apprendre aux enfants à porter des masques. Et ça, c'est une grosse problématique chez les enfants parce que avoir un tissu, avoir quelque chose, c'est très sensoriel et on sait leur rigidité, mais il va falloir y penser. Il y a des formations sur ça que effectivement on pourrait faire.
Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? 2 minutes? Oui. Si les autres participants, ils ont des questions, on pourrait les régler. Je reviens sur une question qu'a posée, je crois, Myriam. C'est Oui. par rapport à l'âge limite qu'on Oui. doit garder l'enfant Pardon. dans une classe spéciale. Oui, 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 je suis désolée, Myriam. C'est clair que j'ai complètement oublié cette question. En fait, il n'y a pas d'âge. En fait, ce qui va déterminer l'âge, c'est pas l'âge, c'est la capacité. Des fois, on a des enfants qui, on les met dans une classe spéciale, mais il n'y a pas des troubles du comportement. Il arrive à s'asseoir plus de 2 heures de temps à faire un travail. En fait, on va d'abord voir les exigences d'une classe régulière et commencer à travailler sur ces exigences-là. C'est quoi ces exigences? C'est d'abord qu'il reste assis pendant un minimum de 1 heure, 2 heures. Ensuite, il a une pause. On va un peu mimer la récréation. Ou c'est un travail autonome. On va commencer, ça on l'a déjà fait avec, je pense, l'association. On a déjà fait des formations là-dessus. Donc, on essaye de mimer une classe régulière. On va lui apprendre aussi à attendre son tour pour parler. Ça avec des outils. Ça, il faut d'abord qu'il le travaille dans la classe spéciale avant de dire que oui, quand par exemple la maîtresse elle parle, moi je ne parle pas. Quand la personne qui est à côté elle parle, moi je ne parle pas. On peut mettre par exemple dans le centre un outil où on leur apprend, il ne peut parler que quand il a l'outil dans la main. C'est un moyen qui va vraiment nous permettre d'apprendre à écouter et à parler que quand on nous donne l'autorisation de parler. Donc, quand ces critères-là, qu'on pourrait faire aussi après en détail, quand ces critères-là vont être réunis, c'est ce qu'on appelle l'évaluation à la fin de l'année. On a les critères d'exigence de la classe et on a l'évaluation de l'enfant. Et c'est là où on va se dire, ben, il se rapproche il a accompli tous les critères d'exigence de l'école. Des fois, il peut manquer un critère. Donc, on va pouvoir, par exemple, dire, eh ben, ce critère-là, je pourrais le travailler dans des après-midi de libre ou un jour par semaine dans le centre, etc., où je le travaille avec le parent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Myriam. Je vais essayer de poster cette vidéo sur YouTube pour que le reste de l'équipe puisse la voir. Et s'il y a des questions, la mettre sur la page de commentaires de YouTube. Comme ça, je reste… parce que des fois, en fait, je reçois des questions, des fois sur Facebook, des fois sur LinkedIn, des fois par email, des fois sur ma messagerie personnelle, etc. Et je suis dispersée. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à choisir pour avoir les questions qui sont sur YouTube. Bien. OK? Ok, docteur. Juste par rapport aux capsules. Oui. Je voudrais les partager sur la page de l'association. Oui. Je ne sais pas ce que je pourrais le faire directement. Directement de YouTube, tu peux les partager directement. J'ai essayé ce matin, c'est pas possible. Donc, je vais essayer de les partager dans ma page. Après, je vais… Parce que si tu as remarqué, la dernière fois, on avait beaucoup de problèmes